Donc, on va entrer maintenant dans une analyse technique. On va voir comment on peut tracer certains éléments sur une courbe. Et comme j'ai dit tantôt, le plus important, ce n'est pas de l'analyse technique. Ce n'est pas les éléments qu'on trace sur une courbe. Là, il faut d'abord comprendre ces petits éléments qu'il y a dans une courbe. Quand on voit un élément comme ça, qu'est-ce que ça signifie? On a déjà dit comment une bougie est, comment est-ce qu'on fait une bougie? Une bougie est créée à base de quoi? Une bougie a ces 4 informations que vous devez toujours comprendre. Vous devez comprendre ces 4 informations. Le prix d'entrée dans la période, le prix de sortie dans la période, le prix le plus haut et le prix le plus bas. Il y a donc 2 parties dans une bougie, le corps et la mèche. Le corps, c'est la partie la plus grosse qui est la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie. La mèche haute est constituée de la différence du prix de la zone la plus haute et le point le plus haut dans cette période. La mèche du bas, c'est la différence qu'il y a entre le point le plus bas et la zone la plus haute. C'est pourquoi je dis la zone la plus haute, parce que la zone la plus haute dans une bougie verte, la zone la plus haute, c'est le prix de sortie. Or, dans une bougie rouge, la zone haute, la zone la plus haute ici, c'est le point d'entrée, le prix d'entrée. C'est pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas dit la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie. C'est ça qui fait la mèche haute, bien parce que le prix d'entrée et le prix de sortie, ça varie, ça change de position en fonction de la couleur de la bougie. Donc, une fois que vous comprenez ça, vous comprenez justement que quand on a 2 périodes comme ceci, ça veut dire que le prix a augmenté dans cette période et a augmenté encore dans cette période. Dans une période comme celle-ci, le prix a baissé dans la période et augmenté dans la période suivante, ainsi de suite. Donc, quand vous regardez une bougie, quand vous regardez un marché comme ça, vous pouvez effectivement comprendre un peu comment on fait ces bougies. Parfois, c'est représenté sous forme de points comme ceci. Et quand c'est représenté sous forme de points comme ceci, on peut prendre une information qu'on va mettre sur la courbe pour représenter l'information de cette zone. Ça peut être qu'on dit, OK, on fait une bougie ou on fait une courbe où on prend uniquement le prix d'entrée dans la période. On a choisi 24 heures, quel était le prix d'entrée dans ces 24 heures, c'est tout. Comme on peut décider d'utiliser la moyenne, on peut dire, OK, on utilise la moyenne du prix d'entrée, prix de sortie, prix le plus haut, prix le plus bas, et on fait un point avec. Donc, vous voyez que quand c'est sur un point, il y a beaucoup d'informations que vous n'avez pas pour une zone. Donc, on va généralement utiliser les bougies pour pouvoir analyser Il y a donc plusieurs plateformes sur lesquelles on peut le faire. Là, présentement, je suis sur Messari, mais on va continuer notre analyse plutôt sur TradingView. TradingView, vous savez déjà. TradingView, que ce soit pour les stocks, que ce soit pour les index, le forex, que ce soit pour les futurs, les bonds, les actions de gouvernement, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans la plateforme TradingView qui peut justement être assez intéressant pour analyser. Une autre information qui est assez importante, effectivement, c'est la période, le time frame. Il est assez important de comprendre le time frame, le rôle qu'un time frame peut avoir. Si je prends un time frame qui est court, je prends par exemple 10 minutes, ça ne sert à rien de regarder une courbe sur 10 minutes alors que sur 1 minute, alors que je ne vais pas prendre les actions dans la minute qui suit. Si je veux prendre les actions dans la minute qui suit et l'invalider dans quelques minutes plus tard, les gens qui font parfois du scalping, les gens qui veulent faire du trading pendant 30 minutes, ils veulent prendre une position longue et l'annuler quelques temps après. Justement, ce genre de courbe, c'est intéressant pour eux. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations parce que ici, on peut voir qu'il n'y a même pas eu de volume d'échange, dont le prix est resté presque pareil. Ça n'a pas bougé pendant 3 minutes. Donc, quand on prend une période un peu plus grande, on a les informations beaucoup plus différentes. Et la tendance de la courbe varie en fonction de la période qu'on prend. Une courbe peut être croissante si on regarde sur une période de 1 heure, en 24 heures, ça peut être croissant. Mais si on met en une journée, ça peut être décroissant parce que le jour d'avant, le prix peut être inférieur au jour d'après. Vous voyez qu'en fonction du time frame qu'on prend, la courbe sera différente. Si je prends 12 heures, là, ce sera totalement différent. Vous voyez, là, la courbe est totalement différente. Là, j'ai pris 12 mois. Si je prends 12 heures, si je prends 4 heures ici, voilà 4 heures, la courbe est différente. Si je prends une journée, la courbe est encore différente. Vous voyez, en fonction de ces différents éléments-là, on va analyser. Bon, nous, on va se baser sur une courbe d'une période de 4 heures. Et quand on est dans une courbe comme celle-ci, on peut directement voir pendant 4 heures, on regarde un peu la date ici en bas. Ça, c'était le 28 février.
le 28 février, bon, je vais regarder la période la plus basse ici, qui est comme ça, le 3. Le 3 février, le 2 février 2023. Et là, on est actuellement. Donc ça, c'est une courbe qui représente l'état du marché du 3 février à maintenant. C'est l'interface qui est devant moi. Et dans cette interface-ci, on peut voir le prix le plus haut ici et le prix le plus bas. Donc, on a commencé le marché, on a commencé le 23, on était là. Et là, maintenant, on est plus haut. Donc, si on regarde bien dans cette période-ci, du 23, du 2 février à maintenant, le marché a plutôt pris de la valeur. Et on peut exactement connaître quelle est la valeur que cela a pris. On va sur la courbe, on va sur les éléments ici à gauche. Et je choisis Price Range. Donc, on était ici. Donc, si je prends ça, je regarde le prix le plus haut ici, on a une augmentation de 22%. Donc, on a eu 22% sur une période de... on a une augmentation de 5 000 quelque chose. Donc, de 23 000, on est à 28 000. Donc, vous voyez, quel a été le prix le plus bas dans cette période? Dans cette période-ci, si on veut tracer le chemin inverse, on va voir, je vais prendre le même indice et je regarde là, plutôt ici en bas. Donc, quand je regarde là, je vois qu'on a perdu 17%. Donc, c'est plutôt 17%. Donc, dans cette même période d'un mois-ci, le marché a perdu à un moment donné 17% et a pris à un moment donné 22%. On est plus stabilisé au niveau de la prise de valeur par rapport à la perte de valeur. Ça veut dire que de février jusqu'à maintenant, on est plutôt dans une tendance haussière. On est plutôt en hausse. Ça, c'est un petit élément. On va regarder maintenant d'autres choses. Je vais supprimer ces éléments-ci. OK. Donc, vous devez comprendre ce qu'on appelle un support. Un support sur une courbe comme celle-ci, c'est là où le prix de la crypto-monnaie descend et arrive après remonte. Donc, ça descend, par exemple, on constate que le Bitcoin, quand il est à 20 000, par exemple, il descend jusqu'à 18 000, après il remonte. Il remonte jusqu'à 20 quelque chose de 1000. Après, il descend encore jusqu'à 18 000, 18 000, un peu comme ça, et il remonte. On va donc appeler la zone de 18 000 une zone de support. Et pour voir les zones de support, on doit avoir environ 3 points, donc un réagissement de 3 points sur cette zone. Une fois qu'on a 3 points sur cette zone, on peut penser que la quatrième fois qu'on va arriver à cet endroit, la probabilité qu'on aille vers le bas, qu'on va plutôt en bas est plutôt grande. Ça, c'est ce qu'on appelle les zones de support. Donc, dans cette courbe ici, par exemple, pour tracer une zone de support, on a plusieurs types de supports. On a les supports verticaux, on a les supports en ligne comme ceci. On peut avoir des supports comme ça. Là, ils sont en train de montrer des exemples. On peut avoir des supports comme ceci. Voilà. On peut avoir un support comme ceci, comme on peut avoir un support comme cela. Ça, c'est un support où le prix de la crypto-monnaie, à chaque fois qu'il arrive sur cette zone-ci, il réagit. On va voir ça quelque part là. Il faut parfois, comme j'ai dit tantôt, 3 points pour tracer l'une des courbes, qu'elle soit valide. Donc, si je regarde par exemple la courbe qui est ici en face de moi, on voit qu'il y a un point là, il y a 2 points là. Donc, on a cherché un troisième point quelque part ici, on n'est pas arrivé. Là, on est quelque part à ce niveau. Donc, il manque un troisième point quelque part pour que ce point-ci forme quand même ce qu'on va appeler une certaine zone de support. Si on prend le premier, si on prend que ici, c'était la première fois parce qu'on est parti, on est monté, on est redescendu. Donc, c'était la première fois ici aussi. C'était... Okay. Donc, proche, on était la première fois quelque part ici. Je vais agrandir l'épaisseur et je vais mettre en rouge. Donc, on a touché une seconde fois ici, on a touché une troisième fois là. Une fois qu'on a fait ça, on voit que oui, ici, cette zone-ci, ça peut être considéré comme une zone de support. C'est la zone qui supporte le prix actuellement. La zone supporte le prix. Il y a maintenant ce qu'on va appeler une zone de résistance. La zone de résistance, c'est une zone où le prix monte, ça touche quelque part, on touche ce prix et après on redescend. On monte, on touche le prix, après on redescend. On monte, on touche le prix, après on redescend. C'est ce qu'on va appeler donc une zone de résistance. La crypto-monnaie résiste à cet endroit.
crypto-monnaie résiste à quel endroit. On voit qu'on a un point ici, 2 points ici, 3 points là. Donc, on a effectivement de résistance. Et maintenant, dans cette zone-ci, je vais tracer encore là. Donc, on va voir que la crypto-monnaie va faire, dans cette zone-ci, ce qu'on va appeler un range. Ça va osciller. On peut observer ça. Ça, c'est un scénario qui peut se répéter jusqu'à ce qu'on casse l'un des endroits, soit en haut, soit en bas. Mais il faut déjà noter que quand on touche 1, 2, 3 fois, la probabilité qu'on arrive ici, on va en bas est très grande. Donc, quand on a touché une fois, 2 fois, on attend qu'on va plutôt vers le haut. Au cas contraire, on a une grande chance d'aller encore vers le bas. Donc, ça, c'est le premier scénario que je viens d'expliquer. OK, ça, c'est quand on est dans la zone. OK. OK. Donc, ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario qu'on observe très souvent, c'est la crypto-monnaie qui fait plutôt un mouvement comme ceci. Ça va, ça touche le support une fois, ça touche le support 2 fois, continue à faire ça. Remonter, se rapprocher plutôt de la zone de résistance et après, comme ça, casser cette zone de résistance, comme ce qu'on est en train d'observer ici. Comme ce qu'on est en train d'observer là. Donc, on peut aller dans ce range-ci. On va donc osciller là comme ça pendant une bonne période. Et après, il y a une grande probabilité de casser vers le haut. Mais si on casse vers le bas et qu'on arrive encore un support ici, la probabilité qu'on aille vers le bas est grande et on sera en train de toucher ce qu'on va appeler donc une autre zone de support aussi. Parce qu'on peut voir les supports hauts et les supports bas. Ça, c'est un support haut qui est très très probable qu'on le casse. Il y a l'autre support qui peut être vers le bas, qui est celui-ci, par exemple. Et il y a maintenant encore l'autre qui est plus bas, quelque part ici, qui pourrait se former si jamais on casse celui-ci. Le prochain sera encore un peu plus bas quelque part. On peut faire des supports à plusieurs niveaux. On peut prendre ce point-ci et former également un autre support. Donc, on peut former les supports aussi comme ça au fur et à mesure qu'on avance. Donc, ça, c'était pour cette première partie-ci. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, OK, je vais OK. Donc, je vais retirer tous les éléments que j'ai mis sur la courbe ici. Annuler d'abord. OK. Et je vais maintenant, on va voir autre chose. Il y a ce que j'appelais tantôt le support oblique aussi. On n'a pas un seul support. Il y a ce qu'on va appeler un triangle haussier et un triangle baissier. Le triangle haussier se fait avec deux choses. La première chose, c'est un support oblique. On voit 1, 2, on peut venir former le troisième quelque part ici. Et le deuxième élément, c'est une sorte de zone de support aussi. Oh là là. Donc, je disais tantôt, on peut avoir un support oblique. Excusez-moi si je n'ai pas bien tracé cette fois-ci, mais on devait passer sur ce point-ci. Je peux le déplacer, je le mets quelque part là. Je peux le mettre là. OK. OK. Supposons que je le mets là, par exemple. OK, je peux le mettre là. Et on va mettre encore le support ici en haut, qui va toucher une fois, qui va toucher là une fois, là deux fois, et là ça semble toucher. Donc on voit que les deux se rencontrent quelque part ici. Et dans cette zone-ci, on va voir la crypto-monnaie faire ce mouvement-ci, jusqu'à arriver quelque part là. Et maintenant, soit
aller en haut, soit aller en bas, toucher le support de l'autre côté. Donc, quand on essaye de voir ça, on peut dire, OK, on est dans un triangle haussier. Il y a également des moments où on a plutôt l'inverse, un triangle baissier. Un triangle baissier, baissier peut se faire, ou par exemple, tac, tac, tac. Puis on aurait pu voir un triangle baissier là, quelque part là, on voit quelque part là, 1, 2, 3, et on voit un support quelque part ici. Non, c'est pas très visible là-bas. Voilà, voici exactement ce cas où on voit là, c'est une descente et là, il y a une zone de support. Donc, on va tracer là et on sera effectivement dans la descente. Donc, c'est un support qui est là et là. Donc, on est arrivé ici. On est là et quelque part là. Là. Donc, on était quelque part là. On voit que la crypto-monnaie oscille vers le bas et on est arrivé à un endroit où on peut ne pas arriver au bout. Il faut toujours comprendre qu'on peut ne pas arriver au bout du triangle. On peut casser comme on a cassé ici avant. Donc, quand on voit un triangle, c'est simplement pour définir une tendance. C'est une tendance et on essaye de voir à quel moment est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait une cassure, soit dans un sens comme dans l'autre. C'est juste une certaine projection. Ça ne veut pas dire que ça va toujours arriver au bout. On va toujours observer que non, ça va forcément arriver ici. Non, on peut arriver ici, on sort du triangle bien avant. Et si on sort du triangle bien avant, comme on a déjà placé un support ici, un autre là, on sait que la probabilité s'il sort, on sait que la probabilité s'il sort de cette zone à cet endroit-ci, il peut venir toucher plutôt cette zone-ci, par exemple. Donc, dès que vous allez comprendre cette petite analyse technique-ci, ces deux petits éléments qu'on vient de tracer sur la courbe, support, résistance, triangle, et vous allez rechercher un dernier élément que je vais montrer. Je ne vais pas trop montrer d'éléments parce que j'ai dit tantôt, trop d'indicateurs, ça tue les indicateurs. Trop d'éléments qu'on va tracer sur une courbe, ça sera parfois inutile, ça sera parfois trop d'informations qui seront difficiles à comprendre, difficiles à analyser, et voilà, comme ça même ça peut vous perdre. Donc, une chose qu'on recherche très souvent, c'est aussi simple que ça, ce sont les M et les W. Les M et les W. Et les W. Les M et les W. Dès qu'on retrouve un M, la probabilité qu'on aille vers le bas est grande. Dès qu'on retrouve un W, la probabilité qu'on aille vers le haut est grande. Donc, dès que vous comprenez ça, vous allez comprendre que oui, voilà, j'ai déjà la clé. Cette clé-là peut me permettre d'analyser facilement les choses. Voilà un M. Et après, on a voir un W qui s'est formé. Quand le marché baisse, ça ne va pas continuer à baisser directement. Ça va d'abord rebondir avant de continuer à baisser et après rebondir et maintenant ainsi de suite. Quand le marché monte, ça va d'abord baisser. Après, ça va encore monter. Après, ça va baisser. Et la troisième fois, ça va valider sa tendance, en fait. C'est comme ça que le marché fonctionne. Dans tous les marchés, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les M et les W, ça a déjà montré comment est-ce que c'est solide. Et effectivement, les gens se basent là-dessus. Voilà des M qui se sont formés. Voilà un M. Parce que quelqu'un va maintenant dire, mais on fait comment pour savoir si on est en train de former un M ou si on est en train de former un W. Revenons dans ce qui est en train de se passer là présentement dans le marché. Si je viens ici dans cette période-ci dans le marché, qu'est-ce que je vois? Je viens ici, je dis, OK, on a eu peut-être ce premier pan du W qui s'est formé. Il peut avoir un rebondissement ici. Et après, on peut avoir encore ça. Donc, dès que vous allez voir ça quelque part, vous allez dire, OK, la prochaine tendance est plutôt haussière, peut être à une grande probabilité d'être haussière, par exemple. Donc, voilà comment on peut spotter sur ces petits éléments-là. Une autre chose dont on va voir, effectivement, ce sont les indicateurs. Comment est-ce qu'on place les indicateurs sur une courbe? Est-ce que c'est forcément utile? Les indicateurs peuvent être utiles pour valider ou bien invalider
votre position que vous avez déjà, votre sentiment que vous avez déjà. Si vous n'avez pas de sentiment, si vous avez des sentiments, les indicateurs ne seront pas d'une très grande utilité. Donc, si vous avez des sentiments, vous savez, OK, quand je regarde un peu les courbes là, présentement, ça me donne une tendance de, plutôt, si je veux acheter, je vais encore attendre qu'on arrive peut-être quelque part ici, sur une période de 4 heures, je vais attendre quelque part qu'on arrive peut-être là, avant de racheter. Et là, on est à 27 000 quelque chose. Si je veux acheter pour prendre une position, par exemple, long, je ne vais pas prendre une position longue à partir de maintenant. Je vais essayer d'attendre, de placer ma position et va attendre quelque part ici. Dès que ça arrive ici, on a une probabilité de monter, par exemple, parce qu'on est sur une petite zone de support quand on regarde ce petit intervalle de temps-ci. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre un indicateur. L'indicateur, je vais ajouter le RSI. RSI, Relative Strength Index, qui donne une certaine force relative du marché. La force du marché relative est poussée vers le haut ou bien vers le bas. Pour ceux qui ne savent pas cet indicateur a un score qui se situe entre 0 et 100. Et une bonne zone, généralement une bonne zone qui montre une certaine solidité ou une certaine résistance, c'est la zone de 30-70. Donc il faut observer minutieusement cette zone de 30-70. Et généralement, quand on sort de la zone de 30-70, on est dans une zone soit en surestimation, soit en sous-évaluation. Soit la crypto-monnaie est surévaluée quand on est au-dessus de 70, comme on était là quelque part ici. Vous voyez, là, on est sorti. Je vais prendre ma courbe ici. Je vais voir là. Donc, quand je vais regarder, effectivement, là, on est sorti de cette zone de 70. C'était une zone d'achat, c'était une zone de vente et non une zone d'achat. On est arrivé ici tout close, tout près. C'était effectivement des zones de vente. Quand on regarde ici, là, par exemple, on était dans une zone également tout près, c'était une zone de vente. Donc là, on était ici au pic là. C'était une zone de vente. Donc, quand on regarde ici, qu'est-ce que ça nous dit? On est en train de redescendre et on peut peut-être attendre ça quelque part ici, comme j'expliquais tantôt, pour arriver à une zone d'achat. Donc, voilà comment on peut simplement regarder au niveau du RSI. Mais il faut toujours comprendre que parfois, ce n'est pas toujours valide. Ce n'est pas que dès qu'on voit ça, on va directement acheter, on va directement vendre. Non, tous les cas. Okay? Donc, il ne faudrait pas dire que, si quelqu'un avait appliqué simplement ce que ça lui disait, ce qu'il a fait comment? Il a acheté quelque part là, il a vendu quelque part là. Vous voyez, on est arrivé ici, on est remonté un peu ici, il a encore vendu. Il aurait vendu ici, vendre encore plus haut, mais il n'y a pas eu de zone d'achat. À quel moment il achète quelque part ici? Voici une zone où ça disait peut-être qu'il faut encore peut-être acheter, par exemple. Mais pour trader ça, c'est pas beaucoup, ce ne sont pas des gros ranges, ce sont des petits ranges. Ce sont des petits ranges où on n'a pas de grosses différences entre ici et là-bas. Si on essaie de regarder quelle est la différence de prix qu'il y a entre ces deux points-ci, c'est une différence de 6%. Bon, 6%, c'est pas mal pour les personnes qui ont des gros capitaux, ou bien les personnes qui font du day trade, parce que là, on est sur 4 heures. Donc, les personnes qui font du day trade, qui peuvent trader pendant sur 5 heures, sur 10 heures, ou bien sur 8 heures, oui, ça peut être intéressant pour eux, ça peut être de gros profits quand même, d'une certaine façon. OK? Deuxième indicateur qu'on va mettre également et qu'on va analyser, c'est le MACD. Donc, je vais indicateur, je mets MACD. Oh non, ça c'est ce que j'avais créé. Ça c'est la stratégie que j'avais créée, le MACD, mais bon, je ne vais pas l'utiliser. Vous pouvez créer votre propre stratégie. J'ai dit tantôt, avec des logiciels comme OpenAI, on peut effectivement créer des stratégies où on va combiner les deux. Tu combines le RSI, le MACD, tu vois un endroit où les deux vont renvoyer la même chose. Ça va te mettre ça directement sur ta courbe en vert ou en rouge. Si vous êtes intéressé par ce genre de choses, vous me contactez, on peut créer des indicateurs pour vous. Le MACD. Comme je vous ai dit tantôt, Elvis n'est pas un trader. Je ne suis pas un trader.
je suis une personne qui connaît le trading, mais je ne trade pas fréquemment, je trade simplement quand c'est nécessaire. Donc, n'allez pas me dire, mais Elvis, on ne voit pas tes trades, on ne te voit pas souvent trader. Non, vous n'allez pas me voir trader. La probabilité que vous me voyez trader est très très faible parce que effectivement, je ne trade pas beaucoup. Ok. Indicateur MACD. Indicateur Moving Average Convergence Divergence. Ok. Good. Ok. Alors, il y a un MACD qui est apparu ici. Je ne sais pas trop lequel, mais bon. Regardons ici le MACD qui m'intéresse, c'est celui du bas-ci. Le MACD du bas-ci, on va combiner les deux. J'aime bien combiner ces deux-ci pour pouvoir voir un certain nombre de choses dans le marché, sur mon graphique. Quand je vais regarder, le MACD, c'est une courbe qui va avoir une zone médiane, qui est donc au milieu, et quand ce sera en bas, ce sera un marché, ce sera où il y a l'offre est très, en fait, la vente est très très forte par rapport à l'achat. Quand ce sera du côté en haut, vert, ça veut dire qu'il y a beaucoup de tendances poussées à l'achat par rapport à la vente. Donc, les gens sont en train d'acheter. C'est pour ça que ça prend la valeur. Donc, on est dans le vert pour dire, OK, la tendance à l'achat, c'est pousser beaucoup plus à l'achat. MACD, ça montre la résistance, ça montre la direction du marché, ça montre vers quel sens il y a beaucoup plus de demandes. On est beaucoup plus poussé où. Ça peut se baser parfois sur les ordres qui sont faits. On a vu comment on peut analyser les ordres. Si on regarde par exemple dans le order book, on voit que si on fait à moins d'une crypto-monnaie, on voit qu'à moins de 2%, il y a beaucoup plus de personnes qui veulent acheter par rapport aux personnes qui veulent vendre. Ça peut également être un indicateur pour ces tendances-ci. Ça peut être un indicateur pour ces différents indicateurs-ci. Vous voyez? Donc, ce sera très intéressant quand on va avoir une forte divergence comme on voit ici. Quand on voit cette forte divergence de cette courbe-ci, ça montre qu'effectivement, à ce niveau-ci, on était dans des zones de vente. Et c'est la même chose qui a été dite, par exemple, là, ici et là. C'est la même chose, les deux courbes ont dit les mêmes choses. Donc, si je regarde ici, ça m'a dit quelque chose, et là, ça me disait la même chose. Donc, c'est en train de me dire la même chose ici. Donc, ces deux éléments-ci, combinés, sont en train de me dire que si j'ai les crypto-monnaies, ce sont peut-être les moments de vendre. Ce sont les moments de vendre. Ça, c'est si je veux me positionner sur le court terme, bien évidemment sur le court terme. Pour quelqu'un qui veut se positionner sur le long terme, ce n'est pas forcément intéressant parce qu'il peut vendre ici et devant, ce n'est pas plutôt ce qui est, ça ne va pas en convergence avec ce qui est. Ça, ce sont des trucs sur le court terme. Donc, quand on veut aller sur le long terme, on ne regarde pas les courbes 4 heures, on regarde les courbes parfois une journée et parfois même jusqu'à une semaine si on veut aller sur le long terme. Vous voyez un peu. Donc, on va regarder. Ok. Donc, si on regarde là présentement, parce qu'on dit, ok, analyser ce qui est passé, c'est bien, mais comment est-ce qu'on analyse le futur? Si on regarde là présentement, les courbes ne disent rien d'intéressant en fait. Il n'y a pas de position particulière dans le marché. Ils ont parfois dit, on ne trade pas à tout moment dans le marché. C'est pas que à chaque moment dans le marché, il faudrait que à chaque moment qu'on est en train d'arriver sur une courbe, il faut forcément prendre une position. Non, vous pouvez arriver sur une courbe, mais ce n'est pas le moment de prendre une position. Donc vous observez parce que les indicateurs, les tendances ne sont pas ce que vous voulez. Il faut être également patient. Il faut comprendre que oui, c'est peut-être pas le moment et attendre. La patience, c'est un maître mot. C'est quelque chose qui va beaucoup vous sauver dans cet écosystème. Donc, une fois qu'on a déjà, là, on dit, là, le MACD ne dit pas grand-chose parce qu'on a une tendance très, très faible, c'est pas élevé. Quand on voit ici, regardez, la barre, les barres, s'ils sont très, très élevées, sont très grandes.
Or, ici, les barres sont très, très petites, très, très rapprochées. Donc, il y a une certaine incertitude. Ce n'est pas certain. C'est très, très, c'est vrai, il y a une petite tendance, bien évidemment, mais ce n'est pas rassurant. C'est très peu. Vous voyez? Il faudrait attendre quand ces barres seront très grandes pour pouvoir prendre comme ça des décisions. Comme là, c'est grand. Là, les barres sont longues. OK? Comme ici, là, les signaux, c'est encore très proche. C'est 47. Là, présentement, on est à 47. Donc, on est proche de 50. Donc, c'est très, très faible. Le signal est très, très faible. Et dès que vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Avec ces petits éléments qu'on a vus dans ces vidéos-ci, c'est suffisant pour trader. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'autres choses pour trader. Connaître les bougies, connaître, voir les zones de support, connaître, voir les zones de résistance, comprendre les tendances des crypto-monnaies avec les bougies, comprendre MACD, le RSI, il y a même maintenant les moyens mobiles. Les moyens mobiles, c'est également un facteur qui est assez intéressant parce qu'on va dire quand la moyenne mobile descend, est supérieure, forme parfois ce qu'on va appeler une zone de support, une zone qui supporte le prix. Donc si la crypto-monnaie passe en dessous de la zone de support, il y a un problème, on doit chercher peut-être à trouver encore un support le plus bas. Donc rien qu'en utilisant ces moyennes mobiles-là, plusieurs personnes trade avec. Quand ils arrivent, ils regardent une courbe. Non, directement, la moyenne mobile est déjà là. Mais même ici, on peut mettre les moyennes mobiles, le MAE, Moving Average Exponential. Donc là, il me dit que j'ai déjà dépassé les 3 indicateurs que je peux mettre. Mais effectivement, la moyenne mobile, c'est juste ces trois courbes que vous allez voir sur le graphique. Une qui va représenter le mouvement en tenant compte du marché de 20 périodes, certains en tenant compte du marché de 6 périodes, l'autre en tenant compte de la tendance de 99 voire 100 périodes. Et c'est cette période de 99 là qui forme parfois ce qu'on appelle la zone de support. Donc si on est dans un marché où on voit la courbe qui forme la zone de support est toujours en bas, ça veut dire que notre marché est encore à un état peut-être safe, parce qu'on n'a pas encore dépassé les prix moyens les prix moyens des 100 périodes précédentes. Oui. Donc, c'est ce qu'on va donc appeler la moyenne mobile. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Je sais que ce qu'on a vu ici, ça fait une formation, mais bon, on vous donne gratuitement pour vous permettre de comprendre également ces éléments-là et de travailler votre portefeuille et arriver à un niveau où vous souhaitez. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Dis ce que tu as, s'il y a des points qu'on n'a pas abordés dans la vidéo, tu me dis cela parce qu'effectivement, on ne peut pas tout aborder, c'est très grand. Il y a beaucoup d'autres choses dont on n'a pas vu, mais bon, on va avancer petit à petit pour vous permettre de comprendre le maximum des choses dans cet écosystème. Ok, à d'autres vidéos. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Ciao, bye, 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 bye.